Le titre du prochain panel, « Regard vers l'avenir, soutenir une francophonie plurielle et inclusive ». Se basant sur les discussions de la journée, les intervenants et intervenantes réfléchiront aux approches et aux actions à imaginer et à mettre en œuvre pour l'épanouissement d'une francophonie plurielle et inclusive. Quels sont les aspects à prendre en considération pour orienter les futures recherches, les politiques publiques, les initiatives communautaires en immigration au sein de communautés minoritaires de plus en plus diversifiées? Alors, j'ai avec moi 4 participants à ce panel. J'ai d'abord Alain Dupuis de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, originaire de Sudbury. Alain Dupuis est à la tête de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada depuis mai 2017. Ses priorités incluent le resserrement des liens entre organismes de la francophonie canadienne, la croissance de l'immigration francophone et la participation accrue des jeunes et de la diversité au sein des communautés francophones et acadiennes. Je peux vous dire, M. Dupuis, que voyant la journée, vous êtes bien en route pour accomplir vos objectifs. Nous avons aussi M. Raymond Théberge, qui est du Commissariat aux langues officielles du Canada. La nomination de Raymond Théberge à titre de commissaire aux langues officielles du Canada est entrée en vigueur le 29 janvier 2018. C'est tout récent. On peut le féliciter. Fort d'un doctorat en linguistique de l'Université McGill au Québec, d'une maîtrise des arts en linguistique appliquée à l'Université d'Ottawa en Ontario et d'un baccalauréat en histoire du Collège universitaire de Saint-Boniface au Manitoba, M. Théberge a occupé plusieurs postes d'importance avant son arrivée au commissariat aux langues officielles, dont celui de vice-chancelier de l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Je note que c'est comme plein de provinces différentes. Alors, une belle participation canadienne. Bienvenue, M. Théberge. Nous avons également Corinne Prince, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Corinne est arrivée à l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, il y a 9 ans. Elle occupait alors le poste de directrice générale du Bureau d'orientation relative aux titres de compétences étrangères, le BORTCE. Ah, il fallait donner un petit air européen. Depuis janvier 2013, elle est directrice générale de la Direction générale de l'intégration du BORTCE à IRCC, un rôle qui lui a permis de tisser de nouveaux liens avec des partenaires de l'établissement partout au Canada. Et nous avons aussi Aurélie Lacassagne de l'Université Laurentienne. Aurélie a obtenu une licence en langue étrangère appliquée, anglais et russe, de l'Université François Rabelais à Tours, en France. Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques de Grenoble et elle a reçu son doctorat en sciences politiques de Sciences Po Bordeaux. Elle est actuellement professeure agrégée de sciences politiques à l'Université Laurentienne de Sudbury, en Ontario. Bienvenue à vous 4. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. 12 minutes, je vais avoir le petit signe, 2 minutes, 1 minute, 30 secondes. Et je suis certain que vous allez nous faire des conférences brillantes. Merci beaucoup. Alain? Merci beaucoup et bonjour tout le monde. Bien heureux de vous voir là pour cette 12e journée de réflexion. En tout cas, je pense que c'est nourrissant pour nous tous qui travaillons soit dans le communautaire, soit auprès des gouvernements. Je pense que on va en retenir beaucoup de cette journée-là. Et moi, c'est ma première et je suis déjà bien inspiré pour le travail qu'on a devant nous. Et c'est surtout dans cette perspective-là que je veux prendre la parole. J'écoutais un peu toutes les conférences aujourd'hui, puis je me suis dit, moi, en tant qu'acteur communautaire, quelles sont les recommandations quand je retourne au bureau demain matin ou la semaine prochaine? Quelles sont les discussions qu'on doit avoir avec nos conseils d'administration pour mettre en œuvre de façon très pratico-pratique toutes ces belles réflexions-là? Donc, quels sont les chantiers à l'horizon pour s'assurer que nos organismes communautaires sont véritablement des milieux ouverts et inclusifs à la diversité qui nous unit.
premier point, première réalisation, je pense qu'il faut se rendre compte que des communautés accueillantes, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas simplement en accueillant plus de gens d'un peu partout dans le monde qu'on va devenir naturellement des communautés accueillantes. Alors, de notre côté, on a un travail à faire pour structurer notre démarche puis s'assurer qu'on ait vraiment des efforts ciblés pour prendre des actions en ce sens-là. Je vais le reconnaître au nom de mes collègues de la francophonie, on a beaucoup de travail à faire dans nos organismes communautaires pour s'assurer de cette ouverture, de cette inclusion-là. Mais je pense qu'on est engagé pour commencer le travail, du moins. On a fait un sondage dans le cadre de la Semaine nationale d'immigration francophone à la fin de l'année dernière pour voir un peu quelle était justement la représentativité de nos organismes au niveau de l'intégration des immigrants, des nouveaux arrivants dans nos structures, dans notre travail. Donc, on a sondé environ 86 organismes à travers le pays, de toutes les régions, actifs dans tous les secteurs. Et on s'est rendu compte qu'il y a quand même des statistiques intéressantes qui démontrent qu'on a cheminé en tant qu'organisme communautaire. Donc, on a vu que, en moyenne, 40% des ressources humaines de nos organismes francophones en milieu minoritaire, 40% des employés sont issus de l'immigration ou de la diversité culturelle. Au niveau des bénévoles aussi qui contribuent aux organisations, on a environ 33% des bénévoles qui sont issus des communautés de nouveaux arrivants immigrants. Au niveau des structures de décision, 72% des structures de décision, donc les conseils d'administration ou les postes qui ont une influence stratégique sur nos organismes, ont des décideurs issus des communautés immigrantes et nouvellement arrivées. Alors, je pense que c'est des statistiques intéressantes, mais encore une fois, faut-il qu'une fois qu'on accueille, que les idées, que les orientations, que la culture de ces communautés, que nos organismes s'imprègnent de ces façons de faire et de ces visions du monde-là qu'on accueille. Je suis bien heureux de voir que 73% de nos CA incluent un membre de nouveau arrivant ou plus. Mais encore, est-ce que c'est assez? Les études sur la participation politique des femmes, par exemple, démontrent qu'il faut une masse critique, n'est-ce pas? Au moins 30% de représentation de femmes, par exemple, dans une structure de décision pour que les politiques qui sont établies par cette structure-là intègrent des orientations qui reconnaissent ou qui s'assurent que nos politiques répondent aux besoins spécifiques des femmes, par exemple. Et je pense qu'au niveau des immigrants ou des nouveaux arrivants, dans nos structures de décision, il faut aussi réfléchir à ça. C'est pas question de juste dire on en check, la boîte c'est fait, on a une représentativité. Une fois qu'on a une personne ou des personnes avec nous dans une équipe, comment est-ce qu'on intègre leurs idées et comment est-ce que la culture organisationnelle change également. Donc, il faut être dans une philosophie beaucoup plus large que simplement la représentativité. Comment est-ce que dans nos politiques, programmes et nos façons de faire, ça peut changer la donne. Dans les postes décisionnels, Martin faisait référence à la FCCF, mais je pense que dans plusieurs organismes, on voit effectivement la diversité, on ne la voit pas autant qu'on devrait, on ne l'entend pas autant qu'on devrait. Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Moi, avant d'être à la FCFA, j'étais dans le secteur jeunesse et étudiants. Et à un moment donné, ça a été un conseil d'administration au regroupement étudiants franco-ontarien où je travaillais qui a dit, écoutez, nos structures, on a un langage inclusif, mais ça ne se traduit pas dans la réalité. Et donc, on a pris des mesures spécifiques pour pallier à ces défis-là. D'abord, ça a été un recrutement ciblé pour qu'à notre Assemblée générale annuelle, on ait des représentants des communautés étudiantes internationales qui soient présentes dans la structure de décision. Mais on n'a pas arrêté là. Ensuite, ça a été vraiment un effort d'aller encourager des membres des différentes communautés à se présenter à un poste de décision. Parce qu'on voyait, la première année, on avait une assemblée plus ouverte, plus diversifiée, mais ensuite, ça ne se traduisait pas nécessairement dans le conseil d'administration. Alors, ça a été justement de l'accompagnement, de l'encouragement d'individus
pour que ça arrive à un conseil d'administration plus diversifié. Rim, que vous avez rencontré tantôt, a été la première coprésidente issue de l'immigration de l'organisme. Et ça, en soi, ça a transformé la façon de faire et la philosophie de l'organisation. Parce qu'on avait quelqu'un à la tête et les nouveaux arrivants et les étudiants internationaux se voyaient et s'entendaient en la personne de Rim, par exemple. Et d'année en année, le leadership a été beaucoup plus diversifié à ce niveau-là. Et je pense que c'est des actions comme ça. Il ne faut pas juste changer le discours, parce que ça fait partie des efforts, mais il faut aller mettre en œuvre des stratégies. Ensuite, on a adopté une définition inclusive de ce que ça voulait dire être un étudiant franco-ontarien. Tu étudies en Ontario, tu parles français, tu es un étudiant franco-ontarien, point la ligne. Ça, c'était une définition qu'on a mis au tableau et qu'on a intégrée dans nos statuts. Et ça aussi, ça a changé la façon de faire, la façon de voir. Des étudiants internationaux sont venus nous voir et se disaient maintenant étudiants franco-ontariens parce qu'on avait pris le temps d'expliquer qu'on était un regroupement qui valorisait ce point commun-là de la langue et d'être un étudiant avec une expérience commune, et c'était tout. Et le reste, c'était des discussions sur nos priorités. Et ensuite, bon, l'organisme s'est doté récemment d'une structure d'un comité consultatif pour répondre aux besoins spécifiques des nouveaux arrivants et des étudiants internationaux. Alors, je pense que c'est un peu cet effet boule de neige-là que moi, je nous encourage, comme leader communautaire, à intégrer. Et il ne suffit plus de changer de discours ou d'assurer une certaine représentativité. Il faut intégrer beaucoup plus la contribution exceptionnelle des nouveaux arrivants à nos organismes. Alors, je pense qu'au niveau des organismes de la francophonie, on a un certain travail à faire et je pense qu'il faut, il y a certaines stratégies, je pense qu'on a déjà commencé à discuter ensemble. Évidemment, le postsecondaire, c'est une porte d'entrée exceptionnelle pour les nouveaux arrivants. Étant de ce domaine-là, je pense qu'effectivement, avec une expérience canadienne et avec des liens solides entre les institutions postsecondaires et la communauté francophone, on a toute cette jeunesse-là qu'on est capable déjà d'intégrer, d'accueillir dans nos communautés. Ensuite, il faut aussi parler de stratégies contre le racisme et l'intolérance dans les communautés. C'est quelque chose qui existe. On n'est pas à l'écart de ça, le racisme et l'intolérance, et il faut aussi en parler. Il faut se donner un vocabulaire pour dire les choses et nommer les problèmes quand on les voit dans nos communautés. Il faut aussi qu'on adopte des politiques sur l'inclusion, justement pour codifier un peu ces différentes approches positives, ces mesures positives-là qu'on peut prendre pour être plus inclusif. La FCFA, le conseil d'administration, a récemment adopté une résolution qui disait que la FCFA doit se doter d'une politique sur l'inclusion. J'étais très fier de voir que notre CA était rendu là, et je pense qu'en tant qu'organisme porte-parole, on a un devoir de créer une véritable stratégie sur l'inclusion pour les organismes du secteur communautaire à travers le pays. Il y a d'autres aspects aussi, je pense, au niveau nous-mêmes, et je dis nous-mêmes, communauté d'accueil, qu'on doit mieux tenir en compte. C'est l'intersectionnalité. Ce concept-là qui justement reconnaît qu'une personne peut non seulement être francophone minoritaire, mais il y a d'autres minorisations qui ont lieu dans la vie, que tu sois femme, que tu sois LGBTQ, une minorité visible. Il faut mieux comprendre comme organisme et comme réseau communautaire qu'est-ce que ça veut dire de vivre multiples oppressions à la fois. Et il faut développer cette empathie-là aussi, je pense, en tant que communauté d'accueil, de dire c'est pas juste la question minoritaire francophone qu'on a devant nous, ce sont ces multiples questions-là qui arrivent en même temps pour une personne immigrante. Et nos communautés, on doit réfléchir à ça. Marc Arnal parlait ce matin d'adresser la question de la pauvreté au sein des communautés nouvellement arrivées. Absolument. Et en tant que d'organismes porte-parole, il faut aussi traiter de ces grands enjeux sociétaux-là, comme la pauvreté, et comment nos communautés peuvent agir dans ce secteur-là en particulier. Bon, il y a plein d'autres initiatives qu'on peut mettre en place, je pense aussi pour éduquer les communautés d'accueil. Moi, pendant mon parcours scolaire à Sudbury, jamais on m'a parlé des histoires des autres pays de la francophonie.
On me parlait de mon histoire franco-ontarienne, mais est-ce qu'on m'a vraiment parlé de cette francophonie-là diversifiée, de la colonisation, de la pauvreté dans certains pays, des oppressions auxquelles le Canada a participé aussi dans ses politiques internationales? Je me suis intéressé à ça seulement à l'université parce que c'était un intérêt personnel, mais ensuite, comment est-ce que ça ne fait pas partie de notre bagage en tant que jeune francophone de comprendre cette diversité-là? Je pense que ça va être essentiel que nous aussi, on puisse aller en ce sens-là pour mieux comprendre l'histoire et le parcours de l'autre. Alors, avec un sentiment d'appartenance fort, avec des organismes qui font des efforts positifs et avec des services d'appui par et pour les francophones qui sont développés pour les spécificités des immigrants francophones, et ce discours-là, on l'entend et on le voit aussi. IRCC est en train d'adopter une nouvelle stratégie pour le ministère pour l'immigration francophone, et je suis très heureux que le par et pour est une pierre angulaire de cette stratégie-là. Comme quoi les francophones connaissent le mieux leurs besoins et ont simplement besoin de ressources et de renforcement des capacités pour qu'on puisse offrir nous-mêmes les services les mieux adaptés à la personne immigrante francophone. Alors, je pense que je vais m'arrêter là, mais je pense qu'on a des gros morceaux qui sont en place grâce au travail des 15 dernières années en immigration francophone. On a une occasion exceptionnelle qu'il ne faut pas manquer, et j'espère que vous allez être là avec la FCFA et son réseau pour continuer à réussir ce projet de société qu'est l'immigration francophone. Merci beaucoup. Très bien dit. Merci beaucoup. Monsieur Théberge, c'est à vous. Mesdames et messieurs, anciens collègues, amis, bonjour. J'aimerais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à participer au panel Regard vers l'avenir, soutenir une francophonie plurielle et inclusive. Je me réjouis à l'avance de prendre part aux discussions qui, j'en suis certain, seront porteuses d'idées innovatrices et d'histoires de réussite. En fait, ma présence ici ne pouvait mieux tomber. Comme vous le savez, je viens tout juste de commencer mon mandat de commissaire aux langues officielles. Lorsqu'on entre en fonction à un nouveau poste, la première chose qu'on regarde, c'est tout ce que nos prédécesseurs ont fait. Car ce que l'on veut par-dessus tout, c'est de bâtir sur le travail des autres. Comme il y a déjà de bonnes fondations, notre regard peut se tourner vers l'avenir. En 2014, mon prédécesseur de l'époque, M. Graham Fraser, et M. François Boileau, commissaires au service en français de l'Ontario, ont émis une série de recommandations en immigration fondées sur 4 principes directeurs. Je veux revenir sur ces principes parce qu'ils sont toujours d'actualité. Mais avant, il me semble approprié de faire un petit rappel sur le cadre constitutionnel et législatif. D'une part, l'immigration est une compétence partagée. Autrement dit, c'est autant l'affaire du fédéral que des provinces et des territoires. Dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, il est clairement indiqué que le gouvernement doit favoriser le développement des collectivités de langue en situation minoritaire au Canada. Mieux encore, la mise en œuvre de la loi doit avoir pour effet, entre autres, d'assurer que les décisions prises en vertu de la loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes, d'une part, d'égalité et de protection contre la discrimination, et d'autre part, d'égalité du français et de l'anglais à titre de langue officielle du Canada. De soutenir l'engagement du Canada du gouvernement à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada. Alors, on s'entend que la loi est assez claire en ce qui concerne les obligations. Maintenant que le contexte législatif est bien établi, revenons aux principes émis par M. Fraser et Boileau. Premier principe, qui m'apparaît évident, l'immigration doit contribuer à maintenir, voire à augmenter le poids démographique des communautés francophones en situation minoritaire au Canada.
La région Chaleur au Nouveau-Brunswick est un bon exemple de réussite en matière d'immigration francophone. Cette région, comme les autres régions du nord du Nouveau-Brunswick, connaît des défis importants sur le plan démographique. Face à ces défis, les intervenants de la région ont décidé d'unir leurs forces afin de trouver des pistes de solutions. L'immigration est vite apparue comme un élément clé de l'avenir de la région. Avec 12 nouvelles familles francophones chaque année et un taux de rétention de 98 % après 3 ans, grâce aux efforts des partenaires, tous les nouveaux arrivants se sont trouvés un emploi ou ont créé leur entreprise. L'un des facteurs qui explique ce succès est sans aucun doute la collaboration qui existe autour de ce projet. Les municipalités de la région, la Chambre de commerce, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, les secteurs bancaires et immobiliers et l'Association multiculturelle jouent tous un rôle important à différentes étapes du processus d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants. C'est le système de soutien aux nouveaux arrivants qui fait la différence. Ces derniers sont accompagnés non seulement à leur arrivée, mais aussi tout au long de leur parcours, jusqu'à ce qu'ils soient bien intégrés dans leur communauté. Deuxièmement, les politiques et les programmes d'immigration fédéraux, provinciaux et territoriaux doivent être conçus et adaptés pour répondre aux besoins en matière de recrutement, d'intégration et de rétention des immigrants francophones propres aux différents contextes des communautés francophones en situation minoritaire au Canada. Notez bien que ce principe met l'accent sur le fait que les communautés francophones en situation minoritaire ont des contextes différents et donc possiblement des façons de faire ou des besoins différents. Il doit donc y avoir une adéquation entre les politiques et les programmes d'une part et les besoins particuliers liés à l'immigration francophone de l'autre. Le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan est un autre exemple qui me vient à l'esprit. Le Conseil organise plusieurs activités pour favoriser un bon appariement entre les compétences des immigrants francophones et les besoins des employeurs. Parmi les activités à succès du Conseil, notons les foires et les mini-foires d'emploi. Le concept personnalisé de ces foires permet d'établir des liens entre les chercheurs d'emploi et les employeurs. L'accueil francophone au Manitoba a aussi adopté en 2003 une approche qui reprend plusieurs de ces éléments et offre un accompagnement serré aux familles, notamment l'aide aux devoirs. Troisièmement, de solides partenariats fédéraux, provinciaux, territoriaux, communautaires et des stratégies à long terme sont nécessaires pour que l'immigration vienne appuyer le développement et la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire. Il s'agit d'un dossier qui interpelle un grand nombre d'intervenants devant tous travailler main dans la main. Il faut donc une action largement horizontale ou transversale. Ces dernières années, nous avons constaté plusieurs avancées notables à l'échelle fédérale, y compris la mise en place du programme Mobilité francophone, l'apport de modifications au système Entrée Express, l'adoption d'une nouvelle définition des migrants de langues officielles et la tenue de diverses consultations auprès des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Enfin, les gouvernements doivent se doter d'un cadre d'évaluation et de reddition de comptes pour mesurer les progrès réalisés et assurer l'atteinte des objectifs en matière d'immigration dans ces communautés. Cela dit, l'automne dernier, le gouvernement a annoncé qu'il comptait accueillir plus de 300 000 immigrants par année. Il devient alors primordial que le gouvernement atteigne son objectif de 4,4 % d'immigrants francophones pour que les communautés francophones en situation minoritaire maintiennent leur poids démographique. Il est malheureux de constater que jusqu'à présent, les efforts du gouvernement fédéral n'ont pas donné les résultats escomptés. Cependant, il y a de l'espoir. Je salue les ministres des deux ordres du gouvernement qui se sont rencontrés lors d'un deuxième forum il y a quelques semaines. Puisque l'immigration est une compétence partagée, ces rencontres sont importantes et les discussions semblent avoir porté des fruits puisqu'ils ont annoncé un plan FPT sur l'immigration francophone. Je suis heureux de constater que ce nouveau plan d'action contient une série de mesures coordonnées avec les autres ordres de gouvernement et qu'il est en harmonie
avec une des recommandations de notre rapport de 2014 sur l'immigration francophone en situation minoritaire. Il sera essentiel pour les gouvernements de mobiliser tous les intervenants du domaine, que ce soit les organismes communautaires et d'établissement, les autres ministères concernés, les employeurs ou les organisations qui offrent des services aux immigrants. Une approche collaborative est fondamentale pour assurer la réussite de ce nouveau plan d'action. Comme vous le savez sans doute, l'immigration francophone est l'un des dossiers prioritaires du commissariat. C'est pourquoi je suivrai avec intérêt l'annonce du plan d'action pluriannuel sur les langues officielles. Je souhaite que des fonds conséquents soient consacrés à l'application des différentes mesures élaborées dans le plan d'action sur l'immigration francophone. Je peux vous assurer que je poursuivrai un dialogue continu avec le Secrétariat des langues officielles d'immigration, réfugiés et citoyenneté, et que je suivrai de près la mise en œuvre du plan d'action. Car bien qu'il s'agisse d'un pas dans la bonne direction, le gouvernement fédéral doit traiter ce dossier comme une priorité. Il est bien placé pour jouer ce rôle de rassembleur. Les partenariats avec les communautés sont essentiels pour bien cibler les besoins et mettre en place des mesures adaptées. En général, quand les gens sur le terrain font partie prenante de l'élaboration de programmes ou d'activités et de la prise de décision, on assiste à des belles réussites. Enfin, je vois le Canada comme une maison vaste et accueillante. Pour plusieurs de nos ancêtres, ainsi que pour certains nouveaux arrivants, le Canada représente leur nouvelle maison. Comme la dualité linguistique est au cœur même des valeurs canadiennes d'inclusion, elle a contribué à faire comprendre que la diversité et la différence constituent des forces et non des faiblesses sur lesquelles nous devons bâtir. Merci de votre attention. Poursuivons avec Mme Prince. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous tous et salutations à mes partenaires du dernier panel de cette journée de réflexion qui, encore cette année, Alain, a été riche en discussions et en idées. J'ai plusieurs pensées aujourd'hui. C'est une journée de réflexion, n'est-ce pas? La première est que la communication est très importante. Et on peut toujours communiquer plus. En effet, IRCC a mis en place plusieurs initiatives récemment qui vont aider, mais on peut toujours mieux faire. Par exemple, le ministère a introduit le volet mobilité francophone pour faciliter l'intégration au marché du travail pour les nouveaux arrivants. Et de plus, notre ministère a apporté des améliorations au système Entrée Express en juin 2017 afin de favoriser l'atteinte des objectifs liés à l'immigration francophone. Ces modifications ont créé un avantage pour la première fois pour tous les candidats pouvant communiquer en français, incluant les candidats bilingues. Ceci, à notre avis, représente un changement fondamental en matière de développement de politique pour IRCC. Finalement, une nouvelle définition et mesures plus inclusives pour les immigrants d'expression française a été mise en œuvre l'année passée. La deuxième réflexion est que les provinces, territoires et le fédéral doivent travailler même plus étroitement. En effet, la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour la prestation des services d'établissement de grande qualité est également une priorité dans la lettre du mandat de notre ministre. Et je dois partager avec vous que l'établissement et l'intégration est vraiment une priorité pour ce gouvernement, pour le premier ministre ainsi que notre ministre. En effet,
Quand le ministre Hussein a été nommé ministre de l'Immigration, c'est, comme toujours, le premier ministre rencontre le ministre. Et de tous les enjeux possibles que le premier ministre peut parler avec le ministre, en termes de sélection ou les réfugiés ou n'importe quoi, c'était l'établissement et l'intégration qui étaient le seul sujet de leur conversation. En effet, ils ont eu une bilat en janvier de cette année. On l'appelait le stock take. Et, comme toujours, n'importe quel sujet d'immigration, mais c'était l'intégration et l'établissement qui était le seul sujet que le premier ministre a soulevé avec notre ministre. Pour nous, ça, c'est un message clair que c'est une priorité pour le gouvernement. Et comme M. Theberge a dit tantôt, le plan d'action FPT visant à accroître l'immigration francophone qui a été annoncé par les ministres le 2 mars à Toronto va certainement guider la collaboration entre les partenaires de l'immigration et de la francophonie canadienne. Mais peut-être un message pour vous aujourd'hui est que on peut mieux travailler ensemble entre les gouvernements et aussi avec les municipalités, mais on a besoin de vous. Nous sommes tous les partenaires dans le voyage et sans vous, ça ne va pas marcher. Parce que c'est vous qui êtes là à 4 heures le matin quand la famille de réfugiés arrive à l'aéroport. Vous êtes là pour les accueillir. C'est vous qui êtes là et qui répond au téléphone à 9 heures le soir quand une mère vous appelle avec une crise de famille. Et vous êtes là sur le terrain, dans les grandes villes, dans les petites communautés chrétiennes. Et j'aimerais, de la part de notre ministère, vous remercier pour ça, parce que l'établissement, ce n'est pas un emploi 9 à 5. Et vous savez ça. Quelques d'autres pensées, juste une couple de plus. On a parlé de la rétention aujourd'hui, beaucoup. Et la recherche nous dit que la meilleure chose pour retenir quelqu'un dans une communauté, c'est un emploi. Mais autour de ça, faut avoir les communautés accueillantes, faut utiliser tous vos réseaux, tous les partenaires possibles pour vraiment retenir quelqu'un dans une communauté. Alors, je pense que pour l'avenir, faut faire plus et plus ensemble. Alors, nous voulons travailler plus étroitement avec vous à trouver les solutions pour la rétention. La jeunesse. On a entendu un peu aujourd'hui au sujet de la jeunesse. Je pense qu'avec les Syriens, on a réalisé au ministère qu'on n'a pas eu en place tous les outils nécessaires pour l'intégration et l'établissement des jeunes et tous leurs besoins divers. Alors, j'aimerais vous donner un heads up que nous sommes en train de mettre en place pour le ministre Hussein un conseil des jeunes. Et nous voulons des représentants francophones sur le conseil. Alors, d'ici l'été, on va avoir un conseil en place et le ministre va l'annoncer. Alors, peut-être d'ici quelques semaines, on peut travailler plus étroitement à cet égard pour s'assurer que le conseil des jeunes du ministre Hussein a des représentants de votre communauté aussi. Les régions rurales.
Ça, c'est quelque chose que je pense pour l'avenir, on peut, comme j'ai dit tantôt, on peut toujours mieux faire. On doit mieux faire parce qu'il y a des opportunités incroyables dans les petits centres et les centres dehors des grandes villes. Et ça, c'est quelque chose sur notre horaire. Les femmes, j'ai mentionné l'argent qu'on va mettre en place d'ici 3 ans pour les femmes. Alors, ça va beaucoup aider. Et ça aussi, c'était un gap dans les services au ministère. Et nous voulons travailler étroitement avec vous pour mettre en place ces services-là pour les femmes francophones aussi. Finalement, le sujet de LGBTQ. J'ai donné un discours ce matin à une conférence ici à Calgary avec un focus sur le LGBTQ. Et c'est intéressant. C'est une population avec des besoins spéciaux. Et honnêtement, c'est à peu près 10% de la population canadienne. Alors, si c'est 10% de la population canadienne, on peut deviner que c'est peut-être 10% de la population des nouveaux arrivants. Et si on a 300 000 nouveaux arrivants qui arrivent au Canada chaque année, peut-être on a au Canada actuellement 30 000 gens LGBTQ. Alors ça aussi, c'est un trou dans les services, les prestations de services pour nous. Et nous sommes en train actuellement de penser plus en profondeur à cet égard pour mettre des services en place. Alors, ce sont mes pensées pour l'avenir. En termes de recherche future, je pense, je vais vous laisser avec 2 pensées. Les étudiants internationaux, je pense qu'on doit vraiment déterminer comment exploiter le potentiel énorme en termes de sélection, en termes d'intégration et en termes de rétention de ces étudiants-là. Parce que les jeunes sont l'avenir, ils sont ici pour étudier, mais là, il y a un plus grand nombre chaque année qui veulent rester. Et le deuxième, c'est les centres en dehors des centres urbains. Je pense aussi on peut faire plus de recherche à cet égard. Alors, voici en quelques mots un résumé des choses qui pointent à l'horizon du ministère en ce qui touche l'immigration francophone. Mes idées d'être ici avec vous aujourd'hui. Et encore une fois, félicitations et merci beaucoup. Notre dernière intervenante du panel, Madame Lacassagne. J'appuie sur le petit bouton vert, c'est ça. Tansi, bonjour. Je voudrais remercier la FCFA de m'avoir invité à intervenir sur ce panel pour discuter avec vous des domaines sur lesquels la recherche devrait se porter. C'est finalement assez rare d'être convié à rêver. Je voudrais en premier lieu noter la qualité des recherches qui à date ont été effectuées dans le domaine de l'immigration francophone en situation minoritaire. Je voudrais aussi souligner le soutien dont IRCC a fait preuve envers cette recherche. Et puis je voudrais mentionner enfin le travail réalisé par 2 grands réseaux de recherche depuis plusieurs années, Métropolis, bien sûr, qui a sa conférence qui suit, et le partenariat Voie vers la prospérité, qui a fait de l'immigration francophone, de la régionalisation de l'immigration, en particulier justement dans les zones rurales et éloignées, des axes de priorité. Voilà. Sans plus tarder, voici un peu les 5 domaines auxquels j'aimerais que les chercheurs s'intéressent peut-être un peu plus dans l'avenir. Donc, en premier lieu, un travail sémantique, conceptuel. Deuxièmement, un questionnement éthique sur la langue. Troisièmement, travailler plus dans des perspectives comparées.
Quatrièmement, cibler 3 groupes, les familles, les personnes racialisées, les personnes âgées. Et puis, cinquièmement, quelque chose qui me touche à cœur, changer de paradigme et mettre au cœur de nos préoccupations les différentes cultures franco-albertaines, françaiscoises, franco-ontariennes, etc. Comme vous pouvez le voir, ce qui me préoccupe peut-être le plus, c'est la façon dont la recherche est menée, la position du chercheur. Bref, les défis finalement éthiques et les défis de responsabilité des chercheurs. Je crois que si nos recherches veulent servir et avoir un impact pour nos communautés, il est primordial d'avoir une réflexion sérieuse sur les termes que nous utilisons. Parce que les mots ne sont pas toujours interchangeables ni synonymes, ils sont au contraire lourds de sens. Les mots ne sont pas toujours neutres. Nommer les choses, c'est déjà les classer, les catégoriser, les hiérarchiser, potentiellement exclure. Alors je suis heureuse de voir que le titre de ce panel utilise le mot « inclusion », qui pour moi revêt un sens différent de celui d'intégration. Je vous encouragerai à démarrer une réflexion là-dessus, parce que c'est le mot qu'on utilise le plus souvent, je l'utilise aussi, mais il y a sûrement un mouvement à effectuer à ce niveau-là. Je pense également que le mot diversité devrait peut-être être utilisé avec plus de parcimonie. J'aime beaucoup l'idée de francophonie plurielle. En fait, il y a de nombreux penseurs, notamment des penseurs postcoloniaux et féministes, qui ont critiqué ce concept de diversité. C'est un terme effectivement à la mode, politiquement correct, apparu il y a quelques années dans le champ politique canadien, a priori non problématique, et pourtant, quand on se rend compte que toutes les institutions dominantes, que ce soit l'État, les compagnies privées, les écoles, appellent tous de leur vœu à la reconnaissance de la diversité, peut-être que cette unanimité institutionnelle peut nous faire douter, non pas nécessairement du bien fondé de l'affaire, mais de l'usage qui en est fait. Parce que l'avantage fondamental de la diversité, c'est que c'est une notion qui est étroitement associée à celle de ce qu'on appelle le color blindness. Vous savez, je ne vois pas les couleurs. Donc, d'évacuer la notion de race et de l'usage qu'on est fait. La diversité semble donc effacer un peu les couleurs, mais au fond, on sait très bien, les personnes en position de privilège, que la diversité ne s'applique pas à eux. La diversité, elle ne change pas les hiérarchies qui sont encore au pouvoir, elle regroupe juste tous les autres, les inférieurs, dans le terme diversité, ce qui efface les processus de blanchiment. De façon assez symptomatique, pour vous éclairer un peu plus, le fait que la littérature scientifique s'intéresse beaucoup à la gestion de la diversité, comme si les populations qui étaient marquées du sceau de la diversité devaient être gérées, ce qui présuppose qu'elles posent un problème. On connaît la conséquence logique, c'est que les immigrants sont enfermés dans la boîte minorité ethnoculturelle ou musulmans ou noirs, et du coup ne sont pas considérés comme faisant partie de notre gang à nous. Evelyne Kemajou nous en a donné un exemple cet après-midi. On met les gens dans la case ethnoculturelle, alors que pourquoi je ne suis pas tout simplement francophone, parce que c'est ce que je suis. C'est sûr que le droit à la différence existe, soit une personne doit pouvoir affirmer sa différence, que l'on prenne des mesures de discrimination positive ou de traitement différentiel pour favoriser l'inclusion des personnes minorisées, bien entendu. On ne vit pas dans un monde idéal, mais on ne peut pas imposer la différence, et c'est ce que la diversité fait. On met les personnes dans des petites cases, on impose la différence, et c'est là où je crois que le problème réside. Le dernier conseil sur lequel j'aimerais que les chercheurs et tous les intervenants réfléchissent, et qui me gêne beaucoup, c'est celui de 2e et de 3e génération. Parce qu'il permet de coller l'étiquette immigrant à des personnes qui sont nées au Canada et donc à ce titre membres à part entière de la communauté de citoyens. On assigne l'étiquette immigrant chargée de sens et de préjugés à des personnes qui n'en sont pas. Par là même, on met en position ces personnes-là de devoir se justifier, s'expliquer sans fin. On nie l'individualité de ces personnes puisqu'on rattache l'identité qu'on leur assigne à la trajectoire de vie de leurs parents ou de leurs grands-parents. Se faire poser la question tous les jours d'où tu viens, ça lasse. Devoir s'expliquer, ça lasse. Devoir éduquer au quotidien, ça lasse. Je pense que c'est le directeur de la francophonie albertaine plurielle, Monsieur Aola, qui a posé la question: à quel moment cesse-t-on d'être immigrant? Je pense que c'est effectivement une bonne question. Deuxième élément ou piste de réflexion, celui d'un questionnement éthique sur la langue. C'est une question, je pense,
Vous verrez au fil de ma présentation, j'ai mis quelques extraits d'Édouard Glissant, qui est un de mes poètes préférés, puis c'est la journée mondiale de la poésie aussi, donc je voulais lui faire un clin d'œil. C'est une question primordiale qui, j'en ai peur, n'est pas toujours nécessairement saisie au Canada pour des raisons historiques assez évidentes. La langue française, pour de nombreux peuples, elle a été la langue colonisatrice, comme le disait Albert Memmi, une langue aliénatrice, pour reprendre les termes de Latifa Ben Mansour. Dans ces conditions, peut-être qu'au Canada, et plus particulièrement dans nos communautés francophones en situation minoritaire, on devrait se poser certaines questions. Du point de vue éthique, est-ce qu'il est normal qu'on demande à des personnes à qui le français a été imposé par la colonisation de sauver la langue française au Canada? Qu'en sera-t-il de la transmission intergénérationnelle du français? Les Canadiens nés de parents immigrants préféreront peut-être logiquement au sein de l'espace privé transmettre leur langue maternelle, que ce soit l'arabe, le bambara, le tout-couleur et autres, et dans l'espace public finalement fonctionner avec la langue dominante, l'anglais. Pour les immigrants francophones qui arrivent dans nos communautés, qui ne maîtrisent pas toujours très bien l'anglais, la maîtrise de cette langue dominante, elle devient un impératif. C'est quasiment une obsession. Parce que sans l'anglais, on le sait, on ne va pas se le cacher, l'intégration économique n'est pas possible. Et la vie sociale, relativement compliquée, vu l'offre souvent aléatoire des services en français. Donc cette volonté de maîtriser les deux langues officielles influence de nombreuses décisions, notamment en ce qui a trait au choix des écoles pour les enfants. Dans ces conditions, effectivement, la maîtrise du français est persuadée par certains de façon instrumentale et souvent cette vision instrumentale est jugée par la communauté établie. Je vous inviterai à vous poser la question sur ce jugement de valeur que vous portez. Travailler dans des perspectives comparées. Alors tout d'abord entre les francophonies canadiennes, je pense qu'il nous faut développer des instruments entre chercheurs qui nous permettront de ne pas continuellement réinventer la roue, d'être plus efficaces pour nos communautés respectives, parce que nous serons capables d'adopter des modèles de réussite dans un coin du pays à notre réalité sur le terrain. Alors je sais que les différences sont nombreuses entre les francophonies canadiennes, mais il y a quand même des réalités qu'on partage, ne serait-ce qu'au niveau de l'action des provinces. Ce qu'ont mis en place, par exemple, les provinces du Manitoba et du Nouveau-Brunswick pour attirer les immigrants francophones pourrait être adopté par les autres provinces. J'aimerais bien que la mienne l'adopte. Sudbury est tout à fait comparable à Moncton. Vancouver, Toronto ont des défis similaires, etc. Je pense aussi qu'il faut élargir nos recherches aux comparaisons internationales, qu'on s'intéresse finalement plus à ce qui se passe dans la francophonie mondiale, ce qui nécessite un certain décentrement et une reconnaissance que on fait partie des périphéries de la francophonie. On est même ultra périphérique. On est à date, par exemple, complètement à l'écart des débats très importants qui se déroulent aujourd'hui sur la francophonie et qui émanent principalement des penseurs africains. On a beaucoup à apprendre de ces prises de parole dans ces archipels francophones, parce qu'à partir de conditions d'oppression, d'aliénation, de minorisation bien plus terribles que les nôtres, ces gens-là ont quand même réalisé un chemin assez extraordinaire. Et puis parce que la francophonie, au final, c'est ça. C'est pas simplement parler une même langue, c'est pas un avantage compétitif pour faire du business, ça c'est le Commonwealth. La francophonie, c'est une vision du monde, un espace culturel de création en commun par-delà nos différences. Bref, revenir au projet fondateur de Senghor, pour citer un autre poète. Si on commence à avoir une meilleure compréhension de la francophonie internationale, on sera alors peut-être mieux placé pour attirer les immigrants francophones et surtout pour faire en sorte qu'ils restent et qu'ils se sentent à l'aise. On pourrait imaginer par exemple des cours sur la francophonie internationale. Tu l'as mentionné, mais c'est parce que tu m'as pas eu comme prof, c'est pour ça que t'en as pas. Bon. Je suis la dernière, donc je vais. Trois groupes à cibler, les familles, c'est tout le retard qu'on a accumulé. Les familles, alors pourquoi les familles ? Parce que le français, comme langue minoritaire, aura à souffrir des effets intergénérationnels, parce que les enfants sont le meilleur outil d'inclusion des parents qui doivent naviguer dans les différentes institutions, notamment d'éducation et de santé, pour le bien-être de leurs enfants. C'est Laetitia Martin, ce matin, qui a souligné que les enfants étaient des agents d'intégration linguistique pour les parents. C'est effectivement le cas, parce que l'école n'est pas simplement le lieu de socialisation des enfants, mais aussi des parents. Donc on travaille sur les familles, on travaille sur le rôle des mères, par exemple. On travaille sur les familles migrantes, mais beaucoup moins sur les mères. Aussi parce que si un parent a une bonne job, si la famille n'est pas heureuse, au final, ils ne resteront pas.
C'est en s'intéressant aux familles et à leur bien-être qu'on retiendra les immigrants dans nos communautés. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mettre en œuvre tous vos plans d'intégration économique. Si la famille ne suit pas, ils ne resteront pas, ils ne viendront pas en premier lieu. Juste pour vous donner une idée, effectivement, on en a vu ce matin avec Laetitia Martin, hein, des pourcentages du poids que représentent les enfants aujourd'hui. Deuxième groupe cible, les personnes racialisées ou racisées. Je pense qu'il est plus qu'urgent, effectivement, de remettre à l'heure quelques pendules concernant l'histoire canadienne, et je parle ici plus particulièrement de la présence des Noirs depuis les premières années de la Nouvelle-France et de l'histoire de l'esclavage au Canada. C'est un prérequis pour que les personnes racialisées puissent se sentir pleinement membres de la communauté de citoyens. Les statistiques sont assez alarmantes, elles restent bloquées. Les mêmes chiffres sont toujours aussi désespérants. Les Noirs demeurent en bas de tableau avec les Autochtones quand on regarde les indicateurs socio-économiques. Alors, il faudrait effectivement, tu l'as mentionné, j'allais t'appeler Serge, bien sûr, Alain, ils sont pleins de frères, je les mélange. Il faudrait arrêter de faire l'autruche et de penser que les Canadiens ne sont pas racistes. Il y en a beaucoup. Et donc, il faut mener des recherches sur le racisme systémique, les discriminations et plus spécifiquement sur la double peine que représente le fait d'être noir et francophone. Il y a là tout un programme de recherche, je pense, à défricher. Parmi les domaines où il n'existe quasiment pas de recherche, je vais juste citer par exemple la formation professionnelle, l'achat d'une voiture, l'accès aux assurances, l'accès au crédit, à l'hypothèque. Voici des exemples de discrimination contre les personnes racialisées francophones existent, mais où la recherche est absente. Ça c'est très important, hein. Ce matin on en a parlé, mon collègue Faisal Zelama. Faut s'intéresser à la cohésion sociale, hein. Cet enjeu il est crucial, c'est quand même la fabrique nationale du Canada, l'avenir du Canada qui est en jeu. Et puis il faut éduquer sur le racisme parce que c'est toujours lié à l'ignorance. Donc mes collègues historiens ont leur rôle à jouer, de même que les chercheurs en sciences de l'éducation qui doivent contribuer au changement en profondeur des curriculums, les chercheurs en humanité qui doivent s'interroger sur la place des Noirs dans les musées et les lieux artistiques et culturels. Troisième groupe cible, les personnes âgées. Ça, c'est le défi principal auquel toute la société canadienne dans son ensemble doit faire face. Et pourtant, dans le champ de la recherche, c'est un domaine assez vierge. On produit beaucoup de recherches sur les enfants, les élèves, les étudiants internationaux, mais quasiment rien sur les personnes âgées, immigrantes, francophones. Or, ces dernières années, ces personnes immigrantes, ces personnes âgées immigrantes représentent une part toujours plus importante de la population. C'est une transition qui est importante et qui ne pourra pas être réussie sans la contribution de la recherche dans ce domaine, notamment en étudiant leur accueil et leur inclusion dans les structures de santé et de soins en place, les défis culturels que cela pose, le rôle social et économique que ces personnes-là jouent, parce que les personnes âgées immigrantes sont aussi des aidants familiaux, elles contribuent en nature à l'économie, elles jouent un rôle fondamental dans la transmission intergénérationnelle des cultures et langues, ce qui est important pour éviter les conflits et déficits d'identité chez les enfants. J'arrive à mon dernier point, donc un appel à changer de paradigme et à mettre l'accent en recherche non plus autant sur la langue mais sur les cultures. Je crois que la présentation et la démarche de Monsieur Parent qui nous a parlé ce matin est une belle illustration de ce type de recherche. Pour les immigrants, comme pour ceux qui sont établis depuis plus longtemps, ce qui crée une communauté, ce qui fait lien, c'est le partage d'une culture commune, de référents communs. C'est pas juste une langue. C'est Rim qui nous disait que chez elle, elle parle arabe. Donc ça peut pas juste être la langue française qui fait le lien. Mais Rim, elle nous a aussi dit qu'elle était une fière franco-ontarienne, peut-être parce que comme moi, elle tripe sur Médicayenne, le R ou Yao, je sais pas, j'en discuterai après avec elle. Voilà, donc l'épanouissement de nos communautés, hein, c'est bien ça dont on est censé nous parler ou censé nous garantir. L'épanouissement de nos communautés passe nécessairement par le partage d'une culture franco-albertaine, françaiscoise, acadienne. Une culture en commun, par la contribution de tous au développement de cette culture. Apprendre des tableaux de conjugaison, c'est nécessaire, mais ce n'est pas très épanouissant. Assister et vibrer avec 200 personnes, 3000 personnes à une pièce de théâtre ou à un concert, ça permet à l'humain de s'épanouir. Or, la recherche est relativement absente en matière de politique culturelle pour les immigrants francophones sur les impacts de la culture dans les formations identitaires et dans l'inclusion. Ce qui est quand même très étonnant parce que si on regarde les données de l'enquête sociale générale de Statistique Canada,
78% des francophones hors Québec ont assisté à au moins une activité artistique en 2010. C'est très loin devant les anglo-québécois à 72% et les québécois francophones à 73%, ce qui prouve bien que notre attachement inné à nos cultures. Entreprendre très rapidement un programme de recherche sur les expériences et les bénéfices du multilinguisme. J'aimerais que peut-être on arrête avec des idées préconçues et certaines hypothèses de recherche sur les niveaux de langue supposément toujours plus bas que des immigrants par rapport aux personnes nées au Canada. C'est pas toujours le cas, même souvent le contraire. J'aimerais qu'on arrête avec la pureté de la langue, qui est une femme, qui est un mythe, comme la pureté de la race. Il y a une coprésence des langues. Faut que je me dépêche. Alors, dernièrement, on le sait tous, l'école, c'est le pilier dans nos communautés. Oui, il y a une grande partie de la recherche qui est menée sur les communautés francophones en situation minoritaire et sur les écoles, mais cette dernière, on le sait, elle échoue encore et toujours à freiner l'assimilation. La recherche doit pouvoir contribuer à en identifier les causes et doit proposer des solutions, et ça passe sûrement par un regard plus critique sur nos institutions scolaires. La recherche pourrait élargir ses horizons en s'intéressant à une école citoyenne, c'est-à-dire une école qui forme des citoyens et une école qui forme à la démocratie culturelle. C'est d'ailleurs ce que demande la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, qui représente les 28 conseils et commissions scolaires francophones et acadiens au Canada en contexte minoritaire. Dans son plan stratégique, elle met au cœur de sa réflexion le concept d'école communautaire citoyenne. Je pense que c'est une belle occasion pour les chercheurs de mener des recherches pour la communauté, selon les besoins de la communauté et pas sur la communauté. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Ça me crève le cœur de t'arrêter, surtout que tu parles de sujets qui me sont chers d'agriculture, mais grâce à tes collègues qui ont pris un peu moins de temps, j'ai pu te donner quand même un petit peu plus. Alors, mesdames et messieurs, je sais que c'est la fin de l'après-midi, qu'on a été assis, qu'on a écouté, on a la tête pleine d'idées, mais vous avez devant vous 4 experts et je vous inviterai donc de profiter de leur présence pour poser vos questions. Madame. Bonjour, Jacinthe Lemire, directrice de la coopérative d'intégration francophone à l'île du Prince-Édouard. Alors, j'aimerais m'adresser surtout à M. Théberge et Mme Prince. Tout d'abord, M. Théberge, félicitations pour votre nouvelle nomination. Merci aussi pour votre discours qui était rempli d'un positivisme que seul un nouveau commissaire peut avoir. Mme Prince aussi a fait un beau discours qui avait des belles lunettes roses. Et en fait, je suis d'accord qu'il y a quand même plusieurs choses qu'IRCCE a fait dans les dernières années pour aider au recrutement et à l'intégration des nouveaux arrivants francophones. Cependant, je vais toucher un sujet chaud, en tout cas, qui est vraiment chaud à mon cœur, c'est la disparité entre les tests de langue française et de langue anglaise pour les candidats à la résidence permanente, les nouveaux arrivants, les immigrants économiques qui veulent accéder à la résidence permanente. Vous êtes sûrement au courant que le TEF coûte 440 $ et le test de langue anglaise coûte 265 $ en Ontario. Le test de français n'est pas offert à l'île du Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, ni dans les territoires. Pour moi, c'est absolument inacceptable. C'est de jouer à l'autruche et c'est de rire des candidats à l'immigration qui sont francophones. Non seulement il y a des disparités, non seulement ces disparités-là financières font que les nouveaux arrivants francophones vont décider d'aller vers le test de langue anglaise s'ils ont la chance d'être bilingues, mais ça peut être un frein au recrutement d'immigrants francophones. Si les nouveaux arrivants francophones décident de passer le test de langue anglaise parce qu'ils sont bilingues au lieu du test de langue anglaise, ça peut biaiser les données statistiques parce que les provinces vont souvent se fier au test de langue qui a été passé par le nouvel arrivant et puis ça en fait, nous, à l'île du Prince-Édouard, ça nous désavantage grandement. Mais d'autant plus, on est ici aujourd'hui, on réfléchit à l'intégration des nouveaux arrivants dans nos communautés francophones alors que celui-ci est allé passer un test de langue anglaise. Comment
déjà à l'arrivée au Canada et son sentiment d'appartenance face à la francophonie canadienne. Le TEF est conçu et corrigé en France. Il n'y a personne au Canada, un Canada qui est de langue officielle anglaise et française, il n'y a aucun francophone au Canada qui a les compétences pour faire concevoir, corriger des tests de langue française common. Excusez, là, mais moi, ça me fâche énormément. Ma question, puis je ne veux pas que vous vous chicaniez en avant, parce que je sais qu'il y a le commissaire des langues officielles, puis il y a également IRCC. Je veux savoir où est-ce qu'on en est avec ça. Merci. Merci. Avant qu'on réponde, je veux juste distribuer les droits de parole par la suite. 1, 2, 3, 4, 5 pour l'instant. Merci. Donc, je ne pense pas qu'on va se chicaner à la table, là, mais le commissariat a enquêté sur ce sujet déjà et je suis convaincu que Mme Prince a une réponse. Merci beaucoup, Monsieur le commissaire. Et vous avez raison, j'ai une réponse. Vous avez raison. Il y a une discrépance entre les coûts de l'examen en français et en anglais. Et nous sommes très au courant de ça. En effet, nous sommes en train de mettre en place un autre fournisseur de services pour les examens. Et d'ici quelques mois, nous voulons être capables d'annoncer que le prix pour les deux tests va être à peu près la même chose, à peu près $300 pour chaque examen. Et nous avons inclus ça dans notre programmation dans le plan pluriannuel pour les langues officielles. C'est très important et merci beaucoup pour l'avoir soulevé. Merci beaucoup. Bonjour. Mon nom est Neil Boucher. Je suis ici en tant que vice-président de la Société nationale de l'Acadie, tel qu'il est indiqué sur mon étiquette, mais mes commentaires ne sont pas dans cette capacité-là. Mes commentaires sont dans ma capacité de directeur général du Centre d'accueil et d'accompagnement des francophones immigrants au sud-est du Nouveau-Brunswick. Et ce n'est pas une question que j'ai comme un commentaire, et un commentaire que j'aimerais diriger vers Mme Prince. Vous savez, moi je serai plus gentil, Madame. Vous savez, j'ai passé 40 ans de ma vie au milieu universitaire, les 10 dernières en tant que vice-recteur au recteur de l'Université de Moncton, M. Raymond Théberge. Et après 40 ans dans le milieu universitaire, j'ai pris ma retraite et je me suis retiré de la retraite parce que je détestais ça. Et je me suis embarqué dans le milieu associatif. Donc, j'ai fait le pont entre l'université et le milieu associatif. Ça prend de l'inclusion et de l'intégration, je peux vous en assurer. En tout cas, le thème de ce dernier panel, c'est les regards vers l'avenir. Et mon commentaire pour Mme Prince, c'est que ma courte expérience dans le milieu a fait en sorte que je réalise l'importance, la nécessité des contributions de l'IRCC vers les centres d'établissement. Et mon seul souhait, c'est que ça continue dans l'avenir et que vous non seulement mainteniez ce qui est en place, mais que les choses progressent et prennent de plus en plus d'ampleur. Je peux vous le dire avec sûreté que ne serait-ce que pour l'IRCC, le plus gros centre d'établissement francophone dans la province officiellement bilingue du Nouveau-Brunswick fermerait les portes s'il ne s'était pas pour l'IRCC. Alors, je vous remercie sincèrement. Dernier commentaire, c'est que suite à tout ce qui a été dit aujourd'hui, je ne peux m'empêcher la réflexion suivante. Il me semble que nous demandons plus des nouveaux arrivants que nous demandons des Canadiens même.
On a des personnes très, très compétentes qui travaillent sur des guides pour préparer les gens à passer le test de la citoyenneté canadienne que 95% des Canadiens en place ne réussira pas. On parle de démontrer, enseigner aux immigrants qu'il y a des populations francophones en milieu minoritaire à l'extérieur du Québec. Qu'on le fasse pour nos propres gens. Moi, je viens de la Nouvelle-Écosse, je travaille au Nouveau-Brunswick. Moi, je peux trouver toute une foule de gens au Nouveau-Brunswick qui n'ont aucune idée qu'il y a des francophones en Nouvelle-Écosse. Alors, comment voulez-vous qu'un Syrien établi à Calgary le sache? Merci. Ça me paraît que c'est un peu contradictoire. La même chose pour des classes de civisme pour les étudiants, jeunes étudiants immigrants. Oui, mais passez les écoles du Canada aujourd'hui au secondaire 4 ou au secondaire 5 et demandez aux jeunes qu'ils expliquent le système civique, demandez aux jeunes d'origine canadienne qu'ils expliquent le système civique de leur province, de leur municipalité, de leur pays. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, je trouve que, de manière où dès les débuts, on est en train, pour une population qui veut accueillir et inclure, on est en train de traiter les immigrants différemment. Merci. Merci. Je pense qu'on peut simplement recevoir le commentaire puis poursuivre. Oui. Alphonse Ndemahola, je suis le président de la francophonie albertaine plurielle. Je suis aussi le président du comité exécutif provisoire du RIF de l'Alberta. Et je voudrais souligner d'abord, je voudrais saluer le courage du propos de Mme Aurélie. Je trouve ça excellent parce que, honnêtement, dans une certaine mesure, nous utilisons dans la plupart du temps un peu le langage de bois. Mais je suis impressionné par le courage de ce propos. Je suis impressionné par la pertinence des points soulevés. Je voudrais simplement aller dans ce sens pour dire que la francophonie albertaine plurielle soulève ces questions-là. Il y a quelques années, elle avait une présidente qui a soulevé exactement les mêmes problématiques, mais elle a été taxée alors d'être particulièrement violente. Je suis heureux que ce soit elle qui le dise. Peut-être que comme c'est elle, elle ne paraîtra pas aussi violente que ça. Mais nous l'avons fait et on nous a traités d'extrêmement violents. Je vous assure, dès que vous vous levez et vous parlez de ces choses, comme moi j'en parle là, en face, on se dit que nous sommes violents. Mais en réalité, c'est des problèmes réels qui se posent et je suis heureux qu'elle ait soulevé ça. Je prends juste quelques exemples. Nous avons, en 2014, commencé à poser le problème de la représentativité des enseignants dans les écoles de l'Alberta. Nous avons eu la réponse qu'en réalité, à cause de leur background culturel, les Africains, les immigrants d'origine africaine ne sont pas réellement qualifiés pour enseigner dans les écoles en Alberta. Ça peut vous étonner, mais nous avons eu cette réponse. Et on attendait de nous que nous ne soyons pas violents du tout dans la réponse. Bon, on a essayé de ne pas être violents. Mais l'autre chose, c'est, par exemple, actuellement, vous savez, l'Alberta est en train de reformer son curriculum pour les écoles. Ça va s'étendre dans un certain nombre d'années. Nous demandons de participer à ce processus parce que ce qui arrive souvent, et Aurélie l'a souligné tantôt, c'est que au bout du compte, vous allez voir que ce curriculum ne fera aucune mention des populations d'origine africaine en général, sinon de façon extrêmement brève. Et tout à l'heure, j'ai aimé l'exposer notamment sur le guide du citoyen, mais je releverai aussi que même dans le guide du citoyen, on ne sent vraiment pas que les populations africaines aient une contribution significative dans l'histoire de notre pays. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, je voudrais juste poser quelques questions, notamment à Alain Dupuis, qui a... je vais vous encourager à poser vos questions de façon brève parce que j'ai 4 autres intervenants. D'accord. Je vais être le plus bref possible. Alain a donné des statistiques tout à l'heure sur la représentativité
dans les organisations de la francophonie. Mais j'ai remarqué que quand il a parlé des postes de direction dans ces organisations-là, je n'ai pas bien suivi, mais j'ai l'impression que là, les statistiques n'étaient pas tout à fait claires. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Et ensuite, l'autre question que je voudrais poser à Mme Prince, c'est qu'il y a un système de financement des organisations. Je présume que c'est national, mais ce que nous avons remarqué, c'est que la formulation des critères et autres semble éliminer d'office les organisations comme la francophonie albertaine plurielle, qui est intéressée par les questions que soulevait Mme Prince. Je ne vais pas revenir sur toutes ces questions, mais ces questions sont des questions dont il faut parler en termes de dialogue entre communautés et discuter de ces choses. Mais nous avons le sentiment que c'est un peu difficile de pouvoir décrocher des financements pour s'occuper spécifiquement de ces aspects qui pourtant sont importants pour des communautés comme les nôtres. Merci. Merci. Merci pour la question. La statistique, en fait, c'était la question qui était posée, c'est combien d'organismes ont des décideurs issus de l'immigration ou de la diversité culturelle. Alors, c'est 73% des organisations, des 86 organisations qui ont répondu qu'il y avait une représentation des immigrants ou nouveaux arrivants au sein de leur structure de décision. La nuance que j'amenais à cette statistique-là, c'est qu'on n'est pas rendu à une masse critique de 30% ou plus qui permettrait nécessairement d'intégrer tous les besoins et les orientations et une influence marquante dans la prise de décision de nos organisations. Alors, de notre côté, du côté des organisations, on a encore un travail à faire pour que les structures aient une représentation, une masse critique plus importante qui permettra ensuite de changer les stratégies des orientations et d'élargir notre champ d'action, finalement. Merci. Juste très, très rapidement, par rapport au fait que vous soyez accusé d'être violent quand vous tenez des propos peut-être similaires aux miens, c'est la raison pour laquelle on m'a invité, mais c'est justement la raison pour laquelle les chercheurs, je pense, où j'invite mes collègues à travailler sur ces questions, de façon justement à donner une légitimité à ces propos, à ces questions et à vous donner des outils dans votre lutte. Ça vous permet d'amener ça quand vous allez discuter en disant oui, mais écoutez, les chercheurs ont dit dans telle revue scientifique, on a dit que, et du coup ça vous aide. C'est comme ça que la recherche peut contribuer à aider les communautés. Merci. Juste pour répondre à votre question au sujet de financement pour les fournisseurs de services de travailler plus ensemble, je pense que les journées comme aujourd'hui, c'est un exemple excellent. On paye le FCFA pour nous amener tous ensemble. On couvre les coûts des réunions quelques fois par année pour les réseaux en immigration francophone. C'est notre opportunité pour travailler plus étroitement et de partager les meilleures pratiques et les idées entre vous autres. Dans chaque province au Canada, hors Québec, il y a une réunion annuelle de tous les fournisseurs de services dans la province ou territoire. Et ça, c'est annuel aussi. Alors, je pense qu'il y a... Et 2 fois par année, on rassemble le Conseil national d'établissement en personne. Alors, je pense qu'avec tous ces événements-là, notre ministère essaie de créer un espace pour partager et discuter des idées. Merci beaucoup. 1, 2. Bonjour, mon nom est Mario Pelletier, président de la Fédération des conseils scolaires francophones du Canada, originaire du Nouveau-Brunswick. Premièrement, je tiens à remercier sincèrement toute l'équipe de la FCFA pour cette excellente idée-là de nous réunir encore une fois à Calgary pour une réflexion sur l'immigration francophone qui est extrêmement importante pour la vitalité de nos communautés francophones au Canada.
Écoutez, pour nous, la Fédération nationale, qui nous sommes? Nous sommes 28 conseils scolaires francophones au Canada, un réseau de 700 écoles élémentaires et secondaires de langue française au Canada. On a parlé beaucoup de réseau durant la journée. Je vous invite à faire appel à notre réseau. C'est important qu'on fasse partie des solutions au niveau des partenaires scolaires. C'est extrêmement important. Aussi, nous avons créé l'école communautaire citoyenne depuis quelques années. Pour nous, le but de cette école communautaire citoyenne, c'est d'ouvrir davantage nos portes aux parents et la communauté et les nouveaux arrivants. C'est extrêmement important d'ouvrir davantage nos portes aux nouveaux arrivants et c'est extrêmement important d'outiller davantage nos conseils scolaires pour accueillir et soutenir et retenir les nouveaux arrivants. Aussi, nous avons un très bel exemple d'un conseil scolaire en Ontario qui s'appelle le Café Communauté. C'est un excellent projet qu'il y a eu. Je vous invite à aller voir Café Communauté. Quand on parle d'accueillir les nouveaux arrivants, de retenir, de les supporter, de les encadrer jour après jour, c'est extrêmement important. Pour moi, je vous laisse à cette réflexion-là. On veut davantage de nouveaux arrivants au Canada. Pour moi, c'est très important au niveau canadien et canadienne. C'est clair dans mon esprit, il faut outiller davantage les nouveaux arrivants, que ce soit l'emploi, le logement, l'éducation francophone, certainement, afin qu'ils puissent s'épanouir davantage dans nos communautés francophones et acadiennes à travers le Canada. Je vous laisse avec ce message-là. Nous sommes un partenaire précieux et nous voulons faire partie de vos solutions. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. J'ai 3 intervenants, 1, 2, puis 3. Un 4e derrière, OK. Très bien. Bonjour à tous, Fouad Seker du journal Le Franco. Je suis journaliste et ma question s'adresse essentiellement à vous, Madame Prince, s'il vous plaît. Pour avoir des chiffres, parce qu'on parle souvent de davantage, et j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le flou. J'arrive pas trop à cerner de quoi on parle. Ma question, c'est avez-vous réussi à identifier les besoins du Canada durant les 10 prochaines années en termes d'immigration francophone? Parce qu'on parle là de cible de 4,4%, mais je pense que c'est au niveau du Canada, excepté le Québec. Existe-t-il une cible pour l'Alberta? Et si oui, laquelle est-elle? Avez-vous des chiffres officiels concernant province par province, concernant les cibles? Et également, pour rebondir sur la question de Madame, la toute première, je n'ai pas compris la réponse. Est-ce que ça veut dire que les examens de la résidence permanente vont être corrigés au Canada, oui ou non? Parce que ça veut dire que là, les prix vont être les mêmes, mais est-ce qu'ils vont être corrigés au Canada ou alors toujours en France? Merci. Bon, il y a plusieurs questions là. La première, est-ce qu'il y a une cible pour l'Alberta? La province d'Alberta n'a pas mis en place une cible jusqu'à date. Nous avons une cible nationale que notre ministère a mise en place. Est-ce que nous avon des chiffres province par province? Non, je n'ai pas ça avec moi actuellement. Peut-être on peut se parler après et trouver ça, fournir ça après la conférence. Et les examens, oui, c'est au Canada, ce n'est pas international. Merci beaucoup. Mon nom est Bassirou. Je travaille pour le programme Immigration francophone, Colombie-Britannique, sauf que j'ai vécu 23 ans au Québec avant de déménager ou de changer de région. Le thème de la migration est un centre d'intérêt qui a toujours meublé mon temps et qui m'a toujours aussi donné soif d'apprendre. Je vous félicite pour cette journée enrichissante. J'ai eu 2 réponses de questions qui se sont toujours posées à moi. La première, j'avais retenu de Lionel Groulx au Québec, qui disait « Si le Québec a de la misère à retenir les immigrants, c'est parce que les immigrants suivent le travail. » Et le Québec, en ce temps, n'avait pas les pouvoirs économiques pour retenir les immigrants. Une autre réponse à une question qui a été soulevée aujourd'hui me vient de Roger Bastide, anthropologue qui, dans ses travaux au Brésil, disait qu'il est difficile d'effacer
nos représentations, nos préjugés. Aujourd'hui, on s'est plaint pourquoi, après 30 ans, on est toujours immigrant. C'est parce que, tout simplement, disait-il, même quand nous voyageons, on part dans nos valises avec nos préjugés, la difficulté de sortir de nous-mêmes et ensuite le fait qu'on a besoin de cette mentalité de nous autres. Ce matin, j'ai vu un changement très positif par les termes régionalisation, rétention, engagement, inclusion. Tous ces termes traduisent une réalité, c'est que les immigrants viennent pour servir à quelque chose. Or, dans les travaux, on a toujours perçu l'immigrant comme quelqu'un qui vient prendre. Or, le Canada est un pays qui a beaucoup d'opportunités, un pays moderne, un pays, disons, qui a une très belle réputation. Ne me laissez surtout pas penser que le Canada, qui choisit ses immigrants dans ses formulaires, qui les veut jeunes, bien éduqués, pas malades et professionnellement aussi intéressants, si ce n'est pas des investisseurs immigrants. Ne me faites pas croire que le Canada ou le Québec posent ces critères pour ensuite rejeter ou ne pas reconnaître les immigrants d'ici. De toute façon, je vous laisse continuer ce beau travail et pour le nouveau paradigme pour les chercheurs, c'est une piste très intéressante. Il faut appeler les responsabilités. L'immigration, l'intégration, c'est une responsabilité collective qui incombe aussi bien à la société d'accueil que les immigrants. Je vais juste invoquer Amin Maloum qui disait « Un pays n'est pas une page blanche ». Ceux qui habitent ce pays, donc la société d'accueil, doit comprendre que la page n'est pas complète, que tout n'est pas parfait, et les immigrants doivent comprendre que ce pays qui les a attirés par la force de leur travail, ce pays aussi n'est pas un pays où il est loisible de faire tout ce qu'on veut. Merci. Merci bien. J'ai 2 dernières interventions. Alors, bonsoir. On est déjà à la fin de la journée, je pense. Je m'appelle Esdras Ngenzi. C'est un nom propre. Il faudra l'écrire au tableau, mais... je vais avoir une intervention très courte. À la fin de la journée, il y a beaucoup de choses. Et puis, l'intégration, c'est tout un processus, on le sait. Ça fait 20 ans, j'ai été dans des secteurs aussi variés que l'éducation, l'emploi, services d'immigration, récemment santé, par accident, des fois gestion d'immeubles vieux, ou quoi. Donc, plein de choses. Mais ce que je veux dire dans l'immigration francophone, on a affaire avec des personnes, des familles, mais aussi l'avenir qui est dans le capital humain, dans lequel on devrait investir avant d'investir dans toute autre chose. Et puis, peu importe, là, nous sommes, je pense, des humains. Je me suis inventé des fois des blagues en disant que je ne suis pas noir, parce que je dis, si je vais chercher du travail ou si j'ai un travail à se mettre ailleurs sur ces domaines, je ne sais pas si on va voir si c'était écrit par un noir ou si c'était écrit juste comme il faut, ou ça présente les facteurs qu'il faut présenter. Alors, moi, ce que je voulais dire à la fin, c'est qu'une chose qui nous manque pour vraiment faire ce qu'on devrait faire dans l'immigration francophone, qui est jeune et récente, moi, je pense que c'est les capacités dans la structure d'accueil. En termes de, par exemple, je donne un exemple, là, nous sommes à Calgary, 4e ville du pays. Si tu vas voir la structure d'accueil, immigration francophone, il y a récemment juste un organisme avec un employé, puis 2 conseillers, puis des choses comme ça, qui doit faire tout et qui doit compétitionner et avoir l'excellence qu'on doit avoir. Je ne suis pas de ceux qui pensent que parce qu'on est francophone, il faut qu'on soit jugé ou évalué
en deçà, mais ce que je dis, donnez-nous les moyens de faire ce qu'on nous demande de faire. Parce qu'on n'arrive pas à rouler ce que nous avons à rouler et à faire. Et dans toute l'intégration dont on parle, là, on a réfléchi aujourd'hui, mais demain matin, je vais me retrouver encore à essayer d'accueillir quelqu'un, de faire un rapport financier, de faire un rapport de ci, de ça, de faire la promotion, de faire tout ça là. Or, vous êtes comme dans des petites organisations comme ça, et ça, c'est à travers le pays dans l'ensemble. Je n'ai pas de problème à compétitionner avec, si vous êtes à Calgary, vous connaissez CCIS, bien sûr, ils vont me dire qu'ils ont 67 programmes ou 5 programmes. Bon, mais je m'en fiche quelque part, c'est pas ça, mais donnez-nous les moyens aussi, nous allons performer. Et ça, je donne le tort quelquefois à peut-être le bailleur de fonds, parce qu'il faut avoir aussi la planification dans ça. Je ne sais pas ce qui est planifié pour Calgary, par exemple. 4e ville du pays, 1 million d'habitants, accueille 50% de toute les populations immigrantes et migrantes qui viennent en Alberta. Oui, on va demander à un certain Esdras, oui, planifie ce qu'il faut là, mais quels moyens j'ai? Et IRCC a soit les meilleures pratiques de partout, etc., etc. Qu'est-ce qu'on met pour mettre en implantation ça là? Mais ma question va se résumer juste à un point, c'est de dire la capacité d'accueil, surtout au niveau des structures et des organisations. Est-ce qu'on en parle des fois, ou bien on entend dire que ça va passer à travers juste un appel d'offres que je vais manquer parce que je l'ai rédigé entre 50 autres choses. Merci beaucoup. Et puis peut-être c'est Corinne ou c'est Yves Saint-Germain ou c'est quelqu'un d'autre là. Mais c'est juste cette capacité que nous n'avons pas et qui ne va pas nous mener nulle part si on continue comme ça. Merci. Merci. Alors, je pense que c'est une question un peu rhétorique. Je vais la laisser comme rhétorique à ce point-ci, à moins que vous insistiez. Ça va? Merci. Ben, merci beaucoup pour ce beau panel. C'est une question qui s'adresse à Mme Prince. Vous avez mentionné que, étant donné qu'on a une journée de réflexion, qu'il y a également des réflexions qui se font au niveau de la ruralité. J'aimerais vous encourager dans ce sens-là parce que je me dis que les régions rurales contribuent également à l'essor économique du Canada. Donc, je le vois comme un poumon. Donc, il y a les régions urbaines et les régions rurales. Donc, pour que le Canada puisse prospérer, tant qu'à moi, il faut que les régions autant rurales qu'urbaines puissent également prospérer. Et les gens qui évoluent dans les centres d'accueil dans les régions rurales n'ont pas accès aux mêmes avantages que les régions urbaines. IRCC fait souvent des appels d'offres pour des propositions, mais c'est dans un pool global de l'ouest à l'est où toutes les régions compétitionnent. Et je trouve que c'est un désavantage aux régions rurales. Puis je vous encouragerai à regarder cela de plus près. Et également peut-être voir à ce que peut-être il y ait des formulaires différents pour les régions rurales, dépendamment des besoins qu'ils expriment. Parce que c'est certain qu'à la fin de la journée, il y a une question de nombre qui est regardée, nombre d'immigrants ou de personnes qui reçoit le service. Donc, certains en région urbaine, peut-être le nombre peut être beaucoup plus élevé versus les régions rurales. Donc, c'est toute une problématique que j'encourage IRCC à se pencher là-dessus et voir de quelle façon on pourrait autant faire bénéficier les régions rurales des différents fonds et appels d'offres que IRCC offre pour l'offre de service. Merci. Deuxième point, vous avez mentionné également qu'il va y avoir la mise en place d'une commission du ministre. J'espère également qu'au niveau de la sélection des jeunes qui vont y participer, on va avoir des jeunes qui proviennent également des régions rurales, parce que la réalité rurale urbaine est vraiment différente, que ce soit au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, ou en Ontario. Donc, il est important d'avoir cette représentativité pour justement guider ou amener des pistes de solutions au ministre quant aux différentes solutions qu'il pourrait mettre de l'avant. Ça, c'est mes 2 points. Et le dernier point, c'était pour répondre à Madame... Est-ce que je peux simplement vous demander d'être très bref sur le dernier point? Oui, je finis là-dessus. Merci. C'est concernant la question que Mme Aurélie aurait mentionné, à savoir
quand est-ce qu'on cesse d'être immigrant? La question est revenue souvent aujourd'hui, puis moi je pense que c'est nous qui nous mettons ces limites-là. Moi, oui, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, mais quand on me pose la question, je dis je viens de Chipagan, qui est la ville dans laquelle je suis. Ça fait 18 ans que je vis ici. Puis pour reprendre un petit peu le commentaire de mon collègue ici, quand il dit je viens de code postal P, on voit qu'il y a un fort sentiment d'appartenance. Puis je pense que si nous-mêmes on se définit pas comme étant deux parties de cette région-là, ben, ça peut amener certains défis. Juste une parenthèse pour finir, j'ai une collègue, une très bonne amie, qui a immigré au Nouveau-Brunswick, ça fait peut-être 4 ans maintenant, je me trompe, mais qui vit dans un petit village qui s'appelle Évangeline. Puis elle, quand tu lui demandes d'où elle vient, elle est originaire de la France, mais quand tu lui demandes d'où elle vient, elle dit « je viens d'Évangeline », et elle vous chante la chanson d'Évangeline. Donc ça démontre son fort sentiment d'appartenance, donc je pense que c'est nous qui nous mettons nos barrières. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis désolé. Deux petites choses très, très importantes. Si tu es capable de les faire en 30 secondes. Oui. Go. 4 oreilles. Donc, il faut faire certain que dans la planification, c'est 2 langues officielles, 50-50. On était déjà 25 % de la population, on l'a laissé caler. Donc, dans la planification, il faut être là. C'est un très beau projet, le projet pilote de l'Atlantique, mais le français n'est pas dedans. Ça n'était pas dedans au début, maintenant, il faut se battre. On est très chanceux, FedNord, le code postal P d'Industrie Canada est en train d'évaluer. J'ai pu leur dire, il faut qu'on soit là. La lentille francophone n'est pas assez, ça doit être une racine francophone. Donc, l'oreille politique, l'oreille gouvernementale, l'oreille bureaucratique et l'oreille scientifique. Merci. Merci, très bien. Alors, c'est la fin des interventions. J'aimerais maintenant donner le mot de la fin à 2 personnes. D'abord, nous allons entendre Daniel Mills, sous-ministre adjoint et champion des langues officielles, intégration, réfugiés et citoyenneté Canada. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui à titre de nouveau champion des langues officielles à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Quelle belle journée. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que c'était une journée qui était riche en émotions, riche en réflexions, tellement honnête et sincère et enrichissante. Alors, je voulais vous remercier de cette belle journée. Tout d'abord, je voulais remercier la Fédération des communautés francophones et acadiennes d'avoir organisé cet événement annuel. Je salue votre leadership national et vous remercie sincèrement pour votre travail soutenu dans le domaine de l'immigration francophone. Cette journée a permis de rassembler des intervenants de tous les secteurs qui cherchent à accroître la création, le partage et la diffusion des connaissances nécessaires pour alimenter les actions en stratégie d'immigration francophone. J'ai le sentiment que nous avons accompli vraiment cet objectif aujourd'hui. Le grand intérêt que nous portons tous à l'immigration francophone traduit bien le fait que les langues officielles de notre pays constituent d'énormes avantages pour les Canadiens et Canadiennes. Il est évident que depuis de nombreuses années, les communautés francophones ont contribué directement à la force et à la prospérité de notre pays et elles continuent quotidiennement à enrichir notre diversité culturelle et linguistique. L'immigration francophone joue non seulement un rôle essentiel dans le maintien de nos communautés francophones au pays, mais elle aide également à conserver le caractère bilingue du Canada. C'est un atout et un avantage hors pair pour le pays et pour nous tous. Pour notre part, à Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, l'immigration francophone est certes une pièce d'importance parmi toutes nos actions en matière de langues officielles et je peux vous confirmer que les langues officielles sont au cœur des préoccupations de la haute gestion du ministère. Monsieur Théberge, je veux vous dire que j'ai entendu votre message, je l'ai compris et je peux vous assurer mon entière collaboration. Comme vous le savez, au cours des dernières années, IRCC a pris plusieurs mesures concrètes pour aider et recruter un plus grand nombre d'immigrants francophones qualifiés au Canada. Bien entendu, le gouvernement fédéral se doit de continuer de travailler en étroite, et je dis en étroite collaboration avec tous ses partenaires, dont les provinces et territoires, les municipalités, les dirigeants communautaires et d'autres intervenants
pour trouver d'autres moyens d'augmenter le nombre de nouveaux arrivants francophones au pays. Malgré nos réalisations et nos efforts collectifs, une chose est certaine, nous avons beaucoup de travail à faire pour atteindre notre objectif commun. Pour ce faire, nous devrons continuer à faire preuve d'ouverture, de rester réceptifs aux nouvelles idées qui nous sont proposées. Aujourd'hui, il y a eu une panoplie d'idées et nous devons capitaliser sur celles-ci. Je sais que des discussions se poursuivront demain dans le cadre du symposium sur l'immigration francophone, impliquant des représentants des communautés francophones et acadiennes, des gouvernements provinciaux et territoriaux de la francophonie et de l'immigration et du gouvernement fédéral. Il s'agira d'une première historique et cela est un pas dans la bonne direction. Alors que nous visons collectivement à bâtir des communautés francophones encore plus dynamiques partout au Canada, ce genre de collaboration prendra une importance accrue, non seulement entre les gouvernements, mais aussi avec nous tous, nos partenaires qui participent aujourd'hui à cette belle journée de réflexion. Comme mentionné précédemment, l'immigration a toujours joué et va continuer à jouer un rôle d'importance et un rôle important dans l'identification de notre pays, et c'est pourquoi nous devons porter une attention particulière aux répercussions de l'immigration sur les communautés francophones et aux besoins particuliers de ces communautés. En terminant, sur une note un peu plus personnelle, j'ai accepté le rôle de champion des langues officielles avec un engagement profond de notamment renforcer la promotion du français à tous les niveaux au sein de notre ministère afin que notre institution puisse capitaliser sur la richesse de la langue française. Ce fut un plaisir pour moi de participer aujourd'hui à cette belle journée. C'était ma première et c'est certain que ce ne sera pas la dernière. Merci beaucoup à tous et merci encore Alain pour l'invitation et Jean. Merci. Et pour le dernier mot de la fin, M. Jean Johnson. Pendant que Jean monte pour vous adresser la parole, je vous rappelle que dans vos trousses, vous avez un formulaire d'évaluation. C'est précieux pour nous d'obtenir votre rétroaction sur la journée. Alors, n'oubliez pas de le remplir. Vous pouvez le laisser sur vos tables. On va le ramasser. Mais c'est utile, pertinent et important pour nous de savoir ce que vous avez pensé. Monsieur Jean Johnson. Merci. Ouf! Toute une journée. Je vous ai préparé un discours de 8 pages, interligne, en point 6, donc ce ne sera pas long. Honnêtement, j'ai des mots parce que j'ai passé pas mal toute la journée. Je suis arrivé à 2 heures du matin, donc j'ai mal commencé ma journée. Aujourd'hui, j'ai rencontré Yves, puis je pense que je l'ai appelé Jean. Je regardais Daniel tantôt, puis je dis, je le connais où? Alors, mes excuses à vous deux si j'étais pas trop allumé ce matin. Alors, je suis plus réveillé, puis je suis très animé aujourd'hui, parce que vous m'avez nourri pendant la journée. Je me suis assis là, j'ai écouté de mes 2 oreilles, puis j'ai regardé de mes 2 yeux la dynamique et tout ce qui se passe autour de la table. Je peux vous dire que le dossier d'immigration, c'est un dossier qui m'anime beaucoup, qui m'inspire beaucoup, mais rien comme ce que vous avez fait au niveau de l'inspiration de vos propos. Awa, cet après-midi, tu nous as livré un message qui nous a tous touchés. Donc, bravo. On est de la même génération, toi et moi, donc il y a peut-être un petit écart, mais merci de ta participation et de partager. Plusieurs d'entre vous avez partagé. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est j'aimerais vous donner quelques mots sur lesquels je vais vous parler. Humanité ou humaniser, viscéral, découragement, j'ai entendu ça aujourd'hui, espoir, optimisme, inspirant, intégration, c'était un beau mot aujourd'hui, j'ai compris. Puis ensuite, finir avec remerciement. Humaniser. Moi, je suis une personne d'affection. Les gens qui me connaissent vont dire que j'aime beaucoup les gens. C'est vrai. Et la notion de l'immigration, c'est une action humaine. Puis ça, il ne faut jamais perdre de vue que la personne devant toi qui cherche à venir s'établir chez toi, il est comme toi. Il a des besoins. Elle a des besoins.
Elle a droit à un respect. Elle a droit à être soutenue et supportée. Alors, moi, je pense qu'il faut maintenir la question d'humaniser beaucoup. J'aurais dû ajouter recherche aussi tantôt, parce que j'écoutais des propos de différents chercheurs et chercheuses, c'est le même, en tout cas. Des gens qui ont fait des études, qui nous ont présenté des éléments bien soutenus par des statistiques. C'est important. C'est important parce que nous, on doit prendre cette information-là et la vulgariser à notre façon, parce que la recherche soutient nos actions, mais nos actions retournent à toute la question, c'est du citoyen, l'individu humanisé. Viscéral, je vous ai entendu parler avec énormément de passion. Je ne suis pas étonné que tu parles avec passion, ce n'est pas la première fois que je t'entends parler. Alors, quand tu as pris le microphone ce matin, puis tu t'es exprimé, je me dis, c'est un Albertain celui-là. Ouf! Alors, tu n'es pas un nouveau arrivant, tu es un arrivé albertain. Découragement. J'ai entendu un message de sentiment que c'est lourd, puis épuisement, etc. Puis moi, c'est correct, à un moment donné, de se sentir épuisé, mais il faut le partager. Il faut le dire aux autres qui nous entourent. Il faut le dire à nos leaders communautaires qu'on se sent épuisé, parce que c'est vrai que vous êtes épuisé. Puis ça fait depuis le mois de juin que nous, on revendique justement la grogne et le besoin que les communautés expriment par rapport à être soutenues par notre gouvernement pour qu'on puisse habiliter nos communautés à faire tout ce qu'on a à faire. Et présentement, avec les ressources limitées, on est en train d'écraser notre monde. C'est que c'est correct d'être découragé. Mais dites-le à quelqu'un qui pourrait vous prendre par le coude et dire « c'est correct ». Mais baissons pas les armes. Prends un petit recul, prends un respire. Prépare-toi à revenir à la charge parce qu'on a besoin de vous. Mais pas au prix de votre santé. Donc, c'est pour ça qu'il faut se parler. C'est pour ça que la notion d'humaniser tout ce qu'on fait est important. Espoir, j'ai entendu énormément de messages qui me donnent espoir pour l'avenir. Je vais arrêter là parce que je peux pas ajouter à ça. Rim, quand tu m'as posé la question par rapport à « je suis nerveux, je suis un peu stressé par rapport à ça », j'ai offert un petit conseil, puis je pense que tu t'as écouté, et le conseil était suivant, Rim, sois Rim. C'est tout. Sois toi. Et tu l'as fait, puis tes propos étaient absolument géniaux. Donc, optimiste, mais moi, je suis un optimiste, donc je ne peux pas vous parler de cœur sans vous exprimer le sentiment que je suis une personne qui est l'éternel optimiste. Donc, on doit tous l'être pour réussir dans notre plan de société. L'optimisme, c'est ce qui nous garde animés, intéressés, engagés, inspirants. Je retourne à Awa. Toi, tu as été le moment inspirant de la journée pour moi. Là. Tes propos nous ont empêchés, moi, Alain, de pouvoir se parler pour quelques minutes parce qu'on était pogné sur un élément d'émotion. Je ne sais pas de quoi c'était ça. Mais merci beaucoup de nous toucher comme ça parce que des fois, on a besoin de se faire arrêter et de se faire dire des belles vérités. Intégration. Bien là, les mots sont importants. Intégration, pour moi, c'est que Jean Johnson a besoin de s'intégrer dans sa nouvelle réalité et dans la nouvelle définition de qui nous sommes. C'est pas à Saeva de dire « Puis, t'es-tu intégré? » Je veux que tu me répètes la question, que tu me la retournes parce qu'elle m'appartient aussi. L'intégration, ça nous appartient tous et on doit tous s'intégrer. Si on va s'en servir, c'est réciproque. Et finalement, je veux faire des remerciements. Je vais commencer par vous remercier de votre engagement, de votre désir d'être présent aujourd'hui, de votre désir de faire avancer le dynamisme de nos communautés, de désir de créer un nouveau plan de société. Alors, à vous, un grand remerciement. Et nous?
T'as bien fait ça aujourd'hui? Je te connaissais pas dans ce rôle-là. Moi, je te connais comme un comédien. Donc, les arts et la culture nous apportent des leaders qui ont des capacités d'animation. Donc, merci pour ça, Inouk. Je veux remercier le comité organisateur, Ibrahim Aboubaker, Chedley, qui est assis en arrière. Chedley, où es-tu? OK, oui. Salut, bon de te voir, je te vois tantôt. Sarah Boily, Marie-Ève Filteau, Nicolas Garand, Michel Labelle, Hervé Stéclébou, Christophe Trenel, puis l'équipe du secrétariat de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Alors, écoutez, moi j'ai adoré ma journée. J'ai peut-être pas dormi beaucoup, mais je suis réveillé. Alors, merci de me réveiller, puis merci de continuer à nous animer. Bonjour.